Bien, donc on va traiter connaître et s'en tenir au fait. Donc c'était votre sujet de dissertation du bac blanc. Alors c'est un sujet assez large qui permettait de parler de beaucoup de choses, mais qui supposait une analyse de départ assez fine. Donc plutôt sur la partie évidemment le réel, la vérité, etc. Alors, donc d'abord je rappelle les fondamentaux de l'introduction. Vous devez problématiser, c'est la seule chose qui compte, et problématiser, c'est montrer pourquoi la question c'est intéressant de se la poser. Et du coup, pour ça, il faut d'abord expliciter un petit peu la réponse qu'on a envie de donner, la réponse évidente. Et une fois qu'on a réussi à la trouver, eh bien, il faut essayer de montrer que c'est pas si simple et il faut la remettre en question. Alors, dans ce sujet-là, je pense qu'on pouvait partir de l'idée que, évidemment, a priori, évidemment, c'est s'en tenir au fait que de connaître. Parce que l'exigence de s'en tenir au fait est une exigence d'objectivité, d'impartialité chez celui qui veut prouver quelque chose. Bien souvent, on se précipite pour juger, on se laisse aller à ses préjugés, à ses désirs, à ses intérêts, plutôt que de commencer tout simplement à examiner les faits qui sont devant nous. Et exiger de s'y tenir, c'est rappeler à l'ordre celui qui privilégie l'interprétation au constat. C'est faire voir que souvent, on n'hésite pas à attirer le réel à soi, à le déformer, à prendre ses rêves pour des réalités, ou à l'ignorer, ou à le nier, comme le font par exemple les négationnistes. Et en ce sens, il paraît évident que s'il y a une connaissance du réel, c'est évidemment en s'en tenant aux faits. Euh, la réalité, c'est l'ensemble des faits, et bien sûr, connaître, c'est se tenir à cette réalité sans la transformer. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut remettre un petit peu en question et montrer que c'est pas si simple. Et je pense qu'on peut faire deux remarques à ce sujet. D'abord, c'est que accumuler des faits, ça servirait à rien si on n'arrive pas à les comprendre, si on ne sait pas expliquer pourquoi ce sont ces faits-là qui comptent et pas ceux-ci, pourquoi les faits se sont passés ainsi plutôt qu'autrement. Si on ne sait pas prédire des faits analogues, au fond, je n'ai pas de connaissances. Si je fais que constater, j'ai un relevé infini de tous les faits possibles du monde qui sont devant moi et j'y comprends rien. C'est le premier point. Et deuxième point, c'est que très souvent on entend des gens qui disent: ah, moi je fais que constater les faits, regardez, la terre est plate, ça se voit. Et on voit bien qu'en fait, comme ils n'ont rien compris à ce qu'ils voyaient, et bien en ayant l'impression d'établir une vérité évidente, ils ne font que ressasser un préjugé qui est donc ici une erreur. Alors, dernière étape de l'introduction, qui est finalement moins essentielle que les deux précédentes, mais qui est quand même pratique du point de vue de la rédaction, c'est de résumer un peu ça sous forme de dilemme. Alors je vous ai mis ici, bref, pour connaître, est-ce qu'il faut s'en tenir aux faits au risque de rendre la connaissance un petit peu stérile, d'avoir une espèce de liste infinie de faits, ou alors, est-ce qu'il faut les dépasser au risque de prendre ces délires pour des réalités. Alors je fais un plan en trois parties, c'est classique, en commençant par la réponse la plus simple, connaître, c'est s'en tenir aux faits. J'ai remis en cause dans la deuxième partie en expliquant que connaître c'est plutôt expliquer les faits que s'y tenir et du coup les dépasser. Et enfin, dans ma dernière partie, j'essaie d'expliquer ce que c'était que construire un fait, que alors, au fond, le fait brut, pur, n'existe pas, le fait est déjà une forme de construction, et que du coup, il n'y a pas vraiment de sens à distinguer le fait et la théorie qui l'explique ou qui permet de l'établir, et que du coup, s'en tenir au fait, c'est déjà ne plus s'y tenir. Alors, première partie. Donc, je pense qu'on peut partir d'une chose assez simple, c'est de rappeler la définition de la vérité, puisque connaître, c'est évidemment connaître quelque chose qui est vrai, et la vérité, on l'a vu dans le cours sur Descartes, c'est l'adéquation de l'esprit avec la réalité. Si la marque de la connaissance c'est sa vérité, il faut bien que l'esprit se soumette aux faits qu'il rencontre, qu'il se règle sur lui et non pas qu'il les invente. Un jugement est vrai s'il correspond à une réalité factuelle. L'erreur consiste justement à prendre pour un fait ce qui n'est qu'un mensonge, ce qui est une fiction, ce qui est une invention, et pas ce qui est arrivé. L'objet de la connaissance, c'est le fait, et c'est pourquoi elle doit s'y tenir. Euh, vous pouviez vous appuyer pour ça sur notamment le paragraphe 3 de la première méditation, où on a bien vu ici que les sens étaient par exemple une bonne source de connaissance par opposition à l'imagination,
qui pouvaient déformer l'appréhension du réel qu'on pouvait avoir. Alors, deuxième sous-partie, on peut ajouter que, ok, c'est bien de constater des faits, mais encore faut-il être sûr qu'on constate bien ce qu'on a sous les yeux. Parce que la force du préjugé, c'est justement de nous masquer la réalité et de nous faire croire qu'on regarde alors qu'en réalité on invente. Je vous avais donné comme exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, la manière dont les enfants dessinent l'herbe. Hein, ils font des petits bâtons verts, ce qui montre bien qu'en réalité ils dessinent ce qu'ils croient savoir de l'herbe au lieu de regarder simplement ce qu'ils ont sous les yeux. Donc on pourrait dire que constater un fait, c'est pas seulement dire j'ai vu ça, c'est y revenir, c'est vérifier qu'on a bien vu ce qu'on a vu. Et Descartes dit souvent que l'erreur s'explique par la précipitation. Le problème, c'est que l'esprit ne commence jamais par le fait, mais toujours par la croyance. La croyance recouvre le fait. Et comme la croyance se prend toujours pour du savoir, eh bien on s'aperçoit jamais quand on prend nos préjugés pour des faits. Bien, pire, et ça, je rappelle, on l'avait vu, nos croyances résistent à l'exposition du fait. On a beau mettre un fait sous les yeux de quelqu'un, on ne veut pas y croire. L'enfant a beau voir tous les signes de l'inexistence du Père Noël, pourtant il n'arrive pas à se résoudre à regarder les faits et à les comprendre comme tels. Donc s'en tenir aux faits, c'est une manière de se méfier des idées reçues. C'est une exigence de méthode, c'est concevoir que la connaissance doit être objective et non pas une projection de notre subjectivité sur le réel. Bien. Alors on peut aller plus loin et expliquer que non seulement il faut revenir aux faits, mais on doit aussi, une fois qu'on les a établis, s'y tenir réellement et pas les intégrer dans un discours qui les arrangerait à notre sauce, qui les déformerait ou qui s'en servirait pour expliquer quelque chose de faux. Ainsi, les faits ne sont jamais isolés d'une certaine forme de discours qui les met en rapport les uns avec les autres, ils sont jamais présentés tout seuls, et quand on demande au juge de n'examiner que les faits dans un souci d'impartialité, ça signifie que une fois qu'il a le fait sous les yeux, il doit, dans un premier temps, éviter d'avoir tout de suite recours à une explication des motifs psychologiques qui justifieraient, par exemple, un crime. Il doit éviter toute mise en relation de ce fait avec d'autres éléments qui pourraient le déformer, l'atténuer ou en exagérer la gravité. Les théories explicatives peuvent avoir en effet une grande force de persuasion qui va jusqu'à détourner un fait de ce qu'il est réellement à cause de la cohérence de la théorie explicative. De même, par exemple, un scientifique doit se soumettre aux données quitte à renoncer à l'élégance d'une hypothèse ou à la cohérence théorique de tout son système. Et il est bien obligé de se soumettre aux faits sans trop le déformer. Bien, alors une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on a une définition de la connaissance qui est finalement assez réduite, puisque on ferait de la connaissance une accumulation de petits faits juxtaposés les uns à côté des autres, qu'on ne saurait pas hiérarchiser, qu'on ne saurait pas mettre en relation, et au final, on a une connaissance qui est parfaitement inexploitable. Tout est un fait. Vous regardez une vidéo, c'est un fait. Il y a un texte qu'on a étudié en classe, c'est un fait. La page que vous avez sous les yeux est légèrement cornée, c'est un fait. Et pourtant, vous avez beau connaître ça, vous voyez bien que cela relève d'une somme de données qui est absolument inutilisable. Alors Borges invente une nouvelle dans laquelle il y aurait une bibliothèque qui contiendrait tous les livres possibles, toutes les combinaisons de mots possibles dans une infinité de livres possibles. Elle ne nous servirait à rien si on ne sait pas quel livre chercher pour résoudre ces questions, pour résoudre ces problèmes. Alors du coup, on est bien obligé d'aller un peu au-delà des faits pour les expliquer, les comprendre. Alors c'est ce qu'on va voir dans le grand 2. Alors, première sous-partie que j'ai ici, s'en tenir aux faits, c'est rater sa connaissance en un sens. Un fait brut et muet, il est insignifiant. Alors c'est le cas, je vous ai souvent donné cet exemple en histoire. La Révolution française c'est 1789, Marignan c'est 1515, mais ça nous fait une belle jambe de savoir ça si on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, c'était qui contre qui, quelles sont les grandes tendances historiques qui permettent de rendre compte de cet événement, etc., etc. Ce qui compte c'est le pourquoi, c'est le comment, le qu'est-ce que ça signifie, et non pas seulement le quoi. De plus,
enfin, au fond, on peut aller même plus loin et dire qu'un fait tout nu est un fait parfaitement vide, parfaitement stérile. Et je vous rappelle que Descartes, à un moment, on nous dit, vous vous rappelez que les sens ne nous trompent jamais. Mais s'ils nous trompent jamais, c'est parce qu'au fond, ils sont vides, ils ne s'auto-explicitent pas. Ce qui donne du sens à une perception, eh ben, c'est justement l'interprétation qu'on en fait. Les faits ne disent rien. Une connaissance qui serait purement factuelle est un vide littéral de connaissance. Bien. Alors, deuxième sous-partie, on peut aller un petit peu plus loin et dire que l'essentiel de la connaissance, au fond, c'est sa capacité à expliquer et à prédire des faits analogues, à expliquer les faits qu'on a sous les yeux. Et du coup, ça implique que la connaissance ne porte, ne porte pas seulement sur l'individuel, elle porte davantage sur la relation des faits les uns aux autres, sur leur enchaînement, sur leur classification. Et en réalité, c'est tout l'appareil intellectuel qui va élaborer la relation entre les faits qui permet d'établir une connaissance, éventuellement une connaissance scientifique qui nous servira à comprendre mieux le monde. Alors, on peut aller plus loin encore dans la troisième partie et expliquer que du coup, l'intérêt de la connaissance, c'est pas tellement disons, de se concentrer sur les faits qui ne sont jamais que des cas particuliers et qui sont contingents, les choses auraient pu se passer autrement, mais l'essence de la connaissance, c'est sa capacité à prouver ce qu'elle raconte, à être démonstrative. C'est son universalité, sa nécessité. Et du coup, connaître, c'est avant tout une aventure de la pensée. Hein, c'est la pensée qui est à l'œuvre justement pour inventer tout ce que le fait ne dit pas, tout ce qu'il y a entre les faits, et tout ce qui permet de les relier les uns aux autres. Et la connaissance, disons, paradigmatique, hein, le modèle par excellence de la connaissance, c'est la démonstration, c'est le lien. Hein. Vous pourriez ici, par exemple, expliquer ce que c'était qu'un syllogisme, hein, on l'avait vu par exemple. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est davantage la façon dont l'esprit est en adéquation avec lui-même, avec ses propres lois, plutôt qu'avec la réalité, plutôt qu'avec voilà, des faits quelconques. Et en un sens, euh, ce qui serait le modèle de toute connaissance, serait quelque chose comme peut-être les mathématiques, hein, par exemple, ben, ce n'est pas un recueil factuel de ce qu'on a sous les yeux, mais bien plutôt voilà, un travail sur l'organisation de mes pensées avec elles-mêmes. Alors, le problème qu'on a à la fin de la deuxième partie, c'est qu'on peut se demander est-ce que l'esprit, s'il renonce trop aux faits, s'il s'éloigne trop des faits, s'il s'intéresse plutôt à sa propre cohérence davantage qu'au relevé un petit peu laborieux hein, et empirique de ce qui est là sous les yeux, est-ce qu'il risque pas de délirer? Est-ce qu'il risque pas de parler davantage d'un monde possible que du monde réel qu'on est bien obligé de découvrir à tâtons? Alors, c'est ce que cette troisième partie va essayer de résoudre. Alors, je pense qu'ici, on peut dire que d'abord, dans un premier moment, on voit bien qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'il faut s'en tenir aux faits. En fait, c'est un petit peu à la fois une exigence de méthode, comme on a pu le dire dans le grand, mais ça peut aussi être une espèce d'escroquerie. Vous voyez, les faits, rien que les faits, regardez, vous avez ça sous les yeux, moi je crois que ce que je vois. On a ici, au fond, une espèce d'injonction à se soumettre à l'immédiateté de ce qui se présente sous les yeux et à pas regarder pourquoi les faits sont ainsi, pourquoi ils apparaissent ainsi plutôt qu'autrement. Et au fond, c'est souvent un argument de mauvaise foi pour ramener l'auditoire à une espèce de simplicité caricaturale. Hein, ah mais tiens-toi-en au fait, à la place d'essayer de comprendre la complexité de quelque chose qui pourrait être ambigu. C'est refuser de voir les ambiguïtés du fait, justement, ou les différentes interprétations possibles d'un même fait. Donc, ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que les faits tout faits, en fait, ça n'existe pas, ces faits qui seraient prétendument immédiats. En fait, les faits sont des constructions théoriques. Ce sont déjà ils découlent d'un certain nombre de présupposés, d'implicites qui permettent voilà, de les constater, de les voir. Par exemple, si je dis, voilà, je vois la lune dans le ciel ce soir, implicitement, je présuppose que le monde est tel que je le vois, que mes yeux fonctionnent bien, qu'ils captent suffisamment de données de la réalité pour que l'image mentale que j'ai en tête corresponde avec cet objet que j'appelle lune. Et on voit qu'un truc aussi simple qu'un constat repose en réalité sur tout un appareil théorique plus ou moins implicite. En ce sens-là, l'effet tout court n'existe pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Galilée. Hein. Si vous vous souvenez bien, on l'avait accusé
d'utiliser une lunette astronomique qui déformait les images pour établir que la taille de Mars variait au cours de l'année. Mais en fait, la réalité, c'est que l'œil nu voit très très mal disons, la variation des objets lumineux de petite taille. Et que, en l'occurrence, on a deux faits qui présupposent une certaine théorie optique. Hein, Mars ne varie pas au cours de l'année, et la taille de Mars ne varie pas au cours de l'année, et la taille de Mars varie au cours de l'année, et les deux sont soi-disant des faits. Sauf qu'il y en a un qui connaît ces implicites théoriques, et c'est bien sûr l'observation de Galilée. Bien. Alors du coup, ici, on peut terminer en se disant, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que la connaissance du fait? Ben, je pense qu'on peut dire que la connaissance du fait, c'est une connaissance d'un fait dont on a explicité les conditions de construction et dont on a discuté. Et par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire? Ben, précisément, un laboratoire explicite au maximum toutes les méthodes à partir desquelles on va exposer un fait aux yeux des gens, produire un fait sous les yeux des gens, de façon à ce que non seulement le fait soit constatable par tous, mais qu'en plus on puisse dire, ah ouais, mais quand t'as fabriqué ton fait, t'as fait ci, t'as fait ça, et est-ce que ça c'est pas finalement une erreur? Est-ce que tu as pas mélangé des choses? Est-ce que voilà, il n'y a pas une cause qui a interagi avec ton protocole de façon à ce que par exemple tu penses observer quelque chose alors que c'est un autre événement qui se passe sous les yeux, hein, c'est les interactions parasites par exemple. Donc l'observation scientifique est tout sauf passive, et il faut en un sens même parfois aller jusqu'à la transformer pour être sûr d'observer ce qu'on veut vraiment observer. Le scientifique ne s'en tient pas aux faits, il les fabrique et il revendique cette fabrication parce que c'est à partir de là seulement que le fait peut être, disons, voilà, entièrement discuté, disons, on peut avoir enlevé ses ambiguïtés, et on peut les mettre à l'épreuve des autres et les discuter. Bien. Alors, en conclusion, je pense qu'on peut dire que... alors, moi j'aime bien cette petite méthode de dire pourquoi le grand 1 marchait pas, le grand 2 non plus, et pourquoi le grand 3 résout les problèmes. C'est que dans le grand 1, en faisant que constater des faits, on voit bien qu'on produit une connaissance qui est vide ou qui est inutilisable par sa prolixité, finalement. Il y a une quantité infinie de faits, et ça ne servira à rien de les avoir tous accumulés ou juxtaposés les uns à côté des autres. Le problème du grand 2, c'était surtout que... au fond, à force de s'éloigner du fait et de s'intéresser à leur liaison, à leur rapport logique par exemple, ou à leur organisation dans un certain discours, on risque cette fois-ci de perdre un petit peu le réel, de s'en éloigner et de prendre justement ces délires logiques pour des réalités, au lieu de se contenter de s'ouvrir à ce que pourrait nous offrir l'expérience. Donc il me semble que le Grand 3 a le mérite de proposer une théorie non naïve du fait, hein, d'accepter l'idée que le fait c'est une construction qui est théorique, qui est plus ou moins raisonnable, plus ou moins rationnelle, et que les faits n'avaient pas tous la même qualité de vérité, et que plus l'explicitation de la manière dont on avait avancé un fait, dont on avait conscience finalement peut-être de ses limites aussi, hein, ou des limites des protocoles qu'on a mis en place pour les produire, c'est ça qui permettait d'avoir des faits sur lesquels on pouvait discuter et à partir desquels on pouvait rechercher la vérité et la connaître. Voilà.